Et si on faisait une petite expérience de pensée, juste pour commencer? Allons-y. Imaginons qu'on étudie la société, non pas comme un ensemble de personnes, avec leurs émotions, leurs volontés, D'accord. mais comme un objet. Vraiment, un objet qu'on poserait là, sur une paillasse de laboratoire, pour l'examiner. De l'extérieur. Exactement. Comme un biologiste qui observe, je sais pas, une colonie de fourmis. Une chose avec ses propres règles, ses propres forces, qui semblent exister indépendamment de ce que chacun de nous peut bien penser ou vouloir. C'est une idée qui, au premier abord, peut paraître un peu folle, presque inhumaine comme approche. C'est un peu froid, oui. Mais cette idée, elle est vraiment au cœur d'un projet intellectuel qui était, pour l'époque, totalement révolutionnaire. C'est le projet d'un certain Émile Durkheim. Son ambition, c'était rien de moins que de fonder une nouvelle science de la société. Et c'est justement là-dedans qu'on plonge aujourd'hui. Notre analyse va s'appuyer sur des extraits d'un de ses textes les plus percutants, les règles de la méthode sociologique. C'est un vrai manifeste, en fait. Oui, un manifeste qui a voulu donner à la sociologie ses lettres de noble en tant que science rigoureuse. Tout à fait. Notre mission, si on peut dire, c'est de déchiffrer ensemble cette fameuse méthode, de voir ce que ça change concrètement, de traiter la société comme une chose. Et surtout, de voir où cette logique nous mène. Exactement, parce qu'elle aboutit à une des conclusions les plus déconcertantes, les plus provocatrices qui soient. Ah oui. Sur un phénomène qu'on considère tous spontanément comme une maladie, un cancer de la société, le crime. Alors là, bon, par où on commence si on veut mettre sa blouse blanche de sociologue et étudier la société comme un objet? Eh bien, Durkheim pose une première règle qui est au cœur de tout. Laquelle? Il faut considérer les faits sociaux comme des choses. Comme des choses. Alors attention, il faut bien s'entendre sur le mot chose. Oui, ce n'est pas une table, une pierre. Non, bien sûr. Il ne dit pas qu'ils sont matériels. Il dit qu'il faut les étudier comme des choses. C'est-à-dire les aborder de l'extérieur, du dehors, par l'observation froide, objective. D'accord. Il faut rompre avec l'habitude d'expliquer la société de l'intérieur, du dedans. Par l'introspection. Voilà, ou en se basant sur nos propres idées. En fait, il nous demande de nous méfier de nos intuitions, de ce qu'il appelle nos prénotions. C'est préjugé, en somme. C'est ça, ces préjugés qui nous empêchent de voir la réalité telle qu'elle est. D'accord? Donc l'idée, c'est de sortir de sa propre tête pour observer. Mais qu'est-ce qu'on observe concrètement? C'est quoi un fait social? Alors, pour citer le texte, ce sont des manières d'agir, de penser et de sentir qui nous sont extérieures et qui s'imposent à nous. Ça a l'air un peu abstrait dit comme ça. Mais les sources donnent des exemples très clairs. Les lois, la morale, les croyances religieuses, le système monétaire, ou même, plus simplement, les pratiques professionnelles. D'accord. Et tous ces phénomènes ont deux caractéristiques qui prouvent bien que ce sont des choses extérieures à nous. La première, si je suis bien, c'est leur extériorité. C'est ça, exactement. Ils existent en dehors de notre conscience individuelle. Prenez la langue française. Oui, Elle existait bien avant notre naissance et elle nous survivra. On ne l'a pas inventée, on l'apprend, on l'utilise. C'est un instrument qui nous préexiste. c'est pareil pour le droit, j'imagine. Tout à fait. Le système juridique, les outils financiers, tout ça fonctionne indépendamment de l'usage que chacun de nous en fait. Le fait que la langue ou les lois existent en dehors de moi, ok, je le conçois assez bien. Mais ça suffit pas à expliquer leur pouvoir. Après tout, je peux décider de ne pas respecter une coutume ou d'inventer mes propres mots. Qu'est-ce qui leur donne leur force, leur emprise sur nous? Et ça, c'est la deuxième caractéristique. Et elle est cruciale. C'est la contrainte. La contrainte? Les faits sociaux exercent sur nous un pouvoir coercitif, une pression. Souvent, on ne la sent pas. Pourquoi? Parce qu'on se conforme aux règles sans même y penser. Comme le dit Durkheim, la contrainte ne se fait pas ou se fait peu sentir étant inutile. Mais elle est bien là, tapis dans l'ombre. Et elle se révèle quand on essaye de dévoyer. De résister. Exactement. Ah oui, là ça devient plus concret texte. Tout à fait. Essayez de violer les règles du droit et la société réagira contre vous. Par la punition. Voilà. Si un industriel aujourd'hui, nous dit le texte, décidait de travailler avec les méthodes du Moyen Âge, Il ferait faillite. la ruine serait quasi inévitable. Si je décide de m'habiller de façon complètement excentrique, je vais provoquer le rire, la mise à l'écart. C'est une réaction sociale. Et cette réaction sociale, c'est la preuve de la contrainte. Même quand on ne la sent pas, elle est là, comme la pesanteur de l'air qui pèse sur nous en permanence. C'est un peu comme quand on va à un dîner de famille et qu'on se sent obligé de ne pas parler de certains sujets.
Personne ne le dit explicitement, mais on sent la pression, le poids de l'ambiance. C'est ça un fait social, hein. C'est exactement ça. Cette pression invisible qui guide nos comportements, c'est la force de la société qui s'exprime. D'accord. Et ça nous amène au point le plus important. Si ces règles nous sont extérieures et nous contraignent, ça veut dire que la société n'est pas juste la somme des individus. C'est autre chose. C'est une réalité d'un autre ordre, une entité avec sa propre vie, ce que Durkheim appelle une réalité sui generis. C'est une image incroyablement puissante. Il utilise d'ailleurs une analogie dans les textes. Celle du bronze. Oui, celle du bronze, elle m'a beaucoup marqué. Elle est parfaite, il dit. La dureté du bronze n'est ni dans le cuivre, ni dans l'étain, ni dans le plomb. Elle est dans leur mélange. C'est l'assemblage qui crée la propriété. Voilà. C'est pareil pour la société. Les grands phénomènes sociaux, la morale, les mouvements de foule, même les taux de suicide, ils émergent de l'interaction entre les individus. Mais on ne les trouve dans la conscience d'aucun d'entre eux en particulier. Ils résident dans la société elle-même, dans le tout. D'accord, donc la méthode, c'est de mettre sa blouse et de regarder la société comme un biologiste en se concentrant sur ses forces collectives. C'est l'idée. Mais si on fait ça, on est obligé de tout regarder, même les parties qui nous semblent malades, défaillantes. Qu'est-ce que cette approche froide et objective nous révèle sur, par exemple, le crime? Et c'est là qu'on arrive au cœur du réacteur, Ah, au diagnostic le plus surprenant de Durkheim. Mais pour y arriver, il doit d'abord définir scientifiquement ce qui est normal et ce qui est pathologique. oui, parce que pour un scientifique, bon ou mauvais, ça n'a pas de sens. Exactement. Il faut un critère objectif. Et son critère est statistique. Un fait social est normal pour un type de société à une époque donnée quand il est général. Général, c'est-à-dire? Quand on l'observe dans la moyenne de ces sociétés. Le pathologique, au contraire, c'est ce qui est exceptionnel, minoritaire. Attendez, là, je dois avouer que ça me choque un peu. Le crime, normal, Ni. c'est l'antithèse de ce qu'on entend par normalité. On parle de meurtre, de vol. Comment on peut qualifier ça de normal sans vider le mot de son sens? Je comprends le choc. Mais il faut suivre sa logique qui est implacable. Elle est purement scientifique, pas morale. D'accord. Pour lui, normal, ça ne veut pas dire souhaitable ou bon. Ça veut dire conforme aux conditions d'existence de ce type de société. Et son argumentation se déroule en 2 temps. Le premier, Premièrement, un fait est normal s'il est général. Or, nous disent les sources, le crime s'observe dans toutes les sociétés de tous les types. il n'y en a aucune sans crime. Aucune. D'ailleurs, le texte note que sa fréquence en France a même augmenté de près de 300% depuis le début du 19e siècle. Donc sa généralité, c'est un fait statistique, c'est incontestable. Bon, c'est un fait, il y a du crime partout. Mais on pourrait dire que c'est une maladie universelle comme la grippe. Ça ne la rend pas normale pour autant. C'est une bonne objection. Et c'est là qu'intervient son deuxième argument, qui est bien plus fort. Il ne dit pas seulement que le crime existe partout. Il va plus loin. Il dit qu'une société sans crime est structurellement impossible. Et il explique pourquoi. Ah. Le crime, par définition, c'est un acte qui offense des sentiments collectifs forts. Oui, le respect de la vie, de la propriété. Voilà. Pour que le crime disparaisse complètement, il faudrait que ces sentiments atteignent une intensité et une uniformité absolue dans toutes les consciences. Un monde où tout le monde serait parfaitement moral et d'accord sur tout. Ça semble idéal, non? En apparence seulement. Imaginez un instant une telle société. Une société où la conscience collective serait si puissante qu'elle écraserait toute pensée individuelle, toute originalité. Un conformisme total. Une sorte de dictature de la morale collective. Dans ce monde, la moindre petite déviance, le plus petit écart par rapport à la norme, serait perçu comme un crime monstrueux. Mais surtout, une telle société ne pourrait plus jamais évoluer. Ah oui, Le progrès, qu'il soit moral, scientifique, artistique, il naît toujours d'une rupture avec les normes établies. d'accord, je vois où il veut en venir. C'est inévitable en fait. Mais de là à dire que c'est utile, c'est un pas de géant. Comment une chose que la société déteste et punit, avec la dernière énergie, peut être utile? C'est le paradoxe ultime. Pour Durkheim, non seulement le crime est normal, mais il est un facteur de santé publique. Rien que ça. Il est indispensable à l'évolution normale de la morale et du droit. Pour que la morale d'une société puisse s'adapter, changer, il faut que l'originalité individuelle puisse s'exprimer. Et parfois, cette originalité heurte de plein fouet les sentiments de l'époque. C'est ça. Un peu comme un innovateur, un artiste ou un penseur qui est d'abord vu comme un déviant, un hérétique, voire un criminel, par rapport aux normes de son temps. Précisément. L'exemple de Socrate est parfait pour ça. C'est vrai.
Aux yeux du droit athénien, Socrate était un criminel. Il corrompait la jeunesse, il ne respectait pas les dieux de la cité. Son crime, c'était l'indépendance de sa pensée. Et pourtant, Pourtant, cet acte criminel a été essentiel pour préparer une nouvelle morale, une nouvelle philosophie. Le texte le formule de manière saisissante. oui, c'est une citation forte. Pour que l'originalité de l'idéaliste qui rêve de dépasser son siècle puisse se manifester, il faut que celle du criminel qui est en deçà de son siècle soit possible. Donc le déviant d'hier et le visionnaire de demain. Et pour permettre au visionnaire d'exister, il faut que la possibilité même de la déviance existe, y compris celle du criminel, qui, lui, ne fait pas avancer la société. Les deux sont les deux faces d'une même pièce. L'écart à la norme. Exactement. L'un ne va pas sans l'autre. Le crime est donc le prix à payer pour la plasticité de la morale, pour sa capacité à évoluer. La conclusion est, Logique. Le criminel n'est plus un élément parasitaire ou un corps étranger, mais un agent régulier de la vie sociale. et du coup la peine, le châtiment, ça ne peut pas avoir pour but de guérir une maladie, puisque ce n'en est pas une. Sa fonction est ailleurs. C'est une perspective totalement renversante, mais si je pousse la logique jusqu'au bout, est-ce que cette vision ne nous déresponsabilise pas complètement? Si c'est la société la cause de tout, où est ma liberté, mon libre arbitre? C'est l'objection classique et elle est légitime. Durkheim ne nie pas l'existence de la psychologie individuelle, Maintenant, mais il hiérarchise les causes. Sa règle est très claire. La cause déterminante d'un fait social doit être cherchée parmi les faits sociaux antécédents et non pas parmi les états de la conscience individuelle. autrement dit, Autrement dit, si on veut expliquer les grands phénomènes sociaux, les variations du taux de mariage, l'évolution de la famille, il ne faut pas regarder dans la tête des gens, mais dans la structure de la société. et cette structure, il l'appelle le milieu social interne, c'est ça? C'est l'environnement social dans lequel les individus baignent. Et il est déterminé principalement par deux choses, le volume de la population et surtout ce qu'il nomme la densité dynamique, La densité dynamique. c'est-à-dire la fréquence et l'intensité des interactions entre les gens. Plus il y a de monde et plus les contacts sont nombreux et rapides. La différence entre un petit village et une grande métropole. Exactement. Plus la vie sociale est intense et plus des phénomènes sociaux nouveaux et complexes apparaissent. Pour Durkheim, la psychologie individuelle, c'est seulement la matière indéterminée que ce facteur social vient modeler, façonner, transformer. C'est vrai que c'est une vision qui va complètement à l'encontre de nos intuitions. On a tellement l'habitude de tout expliquer par les intentions des acteurs, les bonnes ou mauvaises idées, les choix personnels, quoi. Et lui nous dit, arrêtez de regarder les individus, regardez les courants collectifs, la densité des relations, la structure. C'est tout le projet scientifique, en fait. Oui, l'ambition de Durkheim, c'est d'arracher la sociologie à la philosophie, à la morale, au discours politique, pour en faire une science aussi rigoureuse que les sciences de la nature. Une discipline qui exige une forme d'ascèse. C'est ça. Mettre ses sentiments de côté, ne pas se demander si les choses sont bonnes ou mauvaises, mais observer les faits de l'extérieur pour en chercher les causes et les fonctions. Un peu comme le biologiste qui étudie un virus sans le juger. Exactement. Il ne le juge pas moralement, il cherche à comprendre son mode de fonctionnement. Le parcours est fascinant. On est parti d'une règle toute simple, traiter les faits sociaux comme des choses. Oui, De là, on a découvert cette force sociale, la société, qui nous dépasse, qui nous contraint. Et en appliquant cette méthode jusqu'au bout, avec une froideur presque clinique, on arrive à cette conclusion. la conclusion la plus déroutante qui soit. Le crime, ce mal absolu pour le sens commun, est en fait une partie normale et même nécessaire de toute société saine. Le criminel devient un agent régulier de la vie sociale. Et on boucle la boucle avec cette phrase qui résume tout. Et toute la puissance de cette pensée, pour que l'originalité de l'idéaliste qui rêve de dépasser son siècle puisse se manifester, il faut aussi que celle du criminel qui est en deçà de son siècle soit possible. La santé d'une société, Sa capacité à vivre et à se transformer réside peut-être dans cet équilibre fragile entre l'ordre et la déviance. ce qui nous laisse avec une question, un vrai dilemme en fait. Oui, un dilemme pour toute société. Si la déviance, dans son ensemble, est la condition même de l'évolution morale, comment une société peut-elle, en même temps, réprimer fermement la déviance qui menace ses fondements aujourd'hui, tout en restant assez souple, assez ouverte, pour permettre à une autre forme de déviance de faire naître la morale de demain? C'est une question vertigineuse. C'est peut-être là que se joue l'avenir de toute collectivité.